Voilà, donc on a conçu cette intervention justement sous forme d'un dialogue pour confronter justement la théorie et la pratique. Et donc là, je ne vais pas m'en mêler. Je vais vous laisser dialoguer ensemble. Donc, revoir les actions de SIG LR depuis bien longtemps, et avec le regard donc du chercheur de Mathieu. À vous. Bien, donc c'est moi qui vais démarrer. Bonjour à tous. Merci beaucoup donc à la fois pour l'invitation et puis pour la présentation, la conférence introductive. Il y aurait énormément de choses à dire, mais je pense qu'on en reparlera tout au long de la journée. Il faut que vous parliez. Et à la fin peut-être de notre petit dialogue, puisqu'on reviendra sur ces questions autour de l'apport volontaire d'informations. Donc là, le but de l'exercice qu'on nous a demandé, c'était finalement d'essayer de tendre progressivement à passer de la théorie à la pratique. Et donc, pour faire un petit peu cet exercice, ce qu'on vous propose, c'est un regard un peu désincarné et extérieur sur les infrastructures de données géographiques et les IDG. Donc ça, c'est moi qui ai joué ce rôle du regard un peu éloigné. Donc je suis allé voir un peu les plateformes, je suis allé voir les sites web, je suis allé voir un certain nombre de discours, je suis allé voir les données qui sont diffusées. Et puis à partir de ça, j'ai posé quelques constats. Et l'idée, c'est d'interpeller Philippe sur le cas de SIGLR et sur le positionnement de SIGLR par rapport à ces constats qu'on peut faire quand on n'est pas au cœur de ces systèmes, participant à l'alimentation des catalogues, aux groupes thématiques, etc. Et puis, donc ça sera une première partie de notre petit dialogue. Et puis ensuite, essayer de sortir le nez du guidon des IDG et de ces plateformes comme SIGLR pour regarder ce qui se passe aussi autour et voir en quoi ce qui se passe autour dans le domaine de l'information géographique peut-être amener ces plateformes à évoluer dans les années à venir, pour essayer non pas de faire de la futurologie, mais finalement d'être un peu poil à gratter et de se demander quels sont les axes qui pourraient demain alimenter un certain nombre de réflexions. Voilà, donc on va démarrer. Et on a une demi-heure et tu es le maître du temps, donc je te fais confiance. Alors donc pour démarrer, donc très... Non, ça c'est le son. Il faut que je pointe où ? Il faut rester très low-tech sur la manipulation des PowerPoint. Voilà. Alors, SIGLR est une des 56 infrastructures de données géographiques françaises qui sont déployées. Alors, il y en a maintenant un peu plus parce que tous les chiffres que je vais vous donner s'appuient sur l'inventaire qui a été fait par la FIGEO en 2013. Il y a une mise à jour qui est sortie récemment. Il y en a, je crois, 3 ou 4 de plus qui sont dans le catalogue. Mais grosso modo, en France, on a aujourd'hui une 60aine d'infrastructures de données géographiques qui sont diffusées, une 12aine à l'échelon national, 32 au niveau régional, 12 au niveau départemental, des infrastructures qui sont plus thématiques, d'autres qui couvrent l'ensemble des territoires. Et finalement, ces infrastructures de données géographiques, quand on regarde un petit peu leurs objectifs, voilà. Quand on regarde un petit peu les objectifs qui sont affichés par ces plateformes, on se rend compte qu'elles tendent tous à essayer de rentrer dans une logique qu'on pourrait qualifier une logique d'intelligence territoriale, en reprenant un peu les éléments de définition qui ont été présentés juste avant, et en insistant finalement sur les ressources informationnelles qui vont être mises à disposition par ces différentes plateformes. Donc on retrouve, si on brasse un peu tous les mots-clés qui ressortent des plateformes qui sont diffusées donc dans les pages de présentation de ces plateformes, l'importance de l'information et de la donnée géographique qui est le cœur de métier de ces plateformes, favoriser l'échange et le partage de ces données, justifié par un certain nombre de textes de loi. On nous parle assez régulièrement de la directive Inspire, bien entendu, et puis on nous explique à travers différents mots-clés qu'on va essayer de favoriser la mutualisation, le partage, l'échange, la production et la coproduction de données. Mais on a finalement très peu d'entrées métiers, très peu d'entrée aussi par les territoires. C'est vraiment des infrastructures de données et c'est sur cette logique de mise à disposition de données que l'ensemble de ces plateformes justifient leur présence. Alors ces plateformes, Ces plateformes, elles se concrétisent notamment par la mise en place de catalogues de métadonnées. Donc sur les 56 infrastructures de données géographiques, 38 ont un géocatalogue qui diffuse un peu plus de 40 000 fiches de métadonnées, un peu plus de 20 000 uniquement pour le géocatalogue national. Et puis on va trouver ensuite toute une série de
fiches de métadonnées dans l'ensemble de ces infrastructures. Pour le moment, c'est encore très très hétérogène. J'avais présenté l'année dernière aux rencontres Afigeo une carte au niveau national, au niveau des régions, des plateformes régionales, et on voit qu'il y a vraiment de très très grosses différences dans les volumes de données. Plus de 2800 fiches de métadonnées, par exemple, dans le catalogue de Pigma en Aquitaine, mais qui va recenser des données géographiques, mais aussi tout un tas d'autres supports. Et puis d'autres catalogues qui démarrent à peine et qui vont simplement quelques fiches de métadonnées à disposition. Donc on a des infrastructures de données géographiques qui, bien souvent, mettent en premier lieu en avant cette logique de catalogage et ces catalogues comme vraiment le premier outil opérationnel de leur action. Et puis en parallèle donc, de ces catalogues qui fournissent de la documentation et puis qui bien souvent fournissent aussi l'accès aux données, on a aussi toute une série d'actions qui sont liées à l'animation des réseaux d'acteurs qui se structurent autour de ces catalogues, avec par exemple sur les 56 IDG qui existent, plus d'une centaine de groupes thématiques qui sont en tout cas affichés comme tels sur ces plateformes. Alors c'est assez inégal, on a tout un tas de plateformes, notamment au niveau national, qui n'ont pas vraiment de groupes thématiques, de communautés de pratique ou de pôle métier, et puis au niveau régional, on a entre 5, 6, 7, 8 groupes thématiques en général par région, où là on va être vraiment dans une logique où on ne va pas se contenter de mettre en partage des données existantes, mais bien souvent essayer d'en coproduire, de produire de nouveaux jeux de données géographiques. Et donc on est en fait dans ces groupes métiers, à mon avis, on se rapproche beaucoup plus de l'exposé précédent, c'est-à-dire que dans un premier temps, on a cherché à mettre en place des outils permettant de partager des contenus existants, et là, on se met finalement à l'intérieur de ces groupes thématiques, autour de la table, pour essayer de coproduire des données, bien souvent des données thématiques, et pour aller coproduire ces données thématiques, on est nécessairement amené à essayer de discuter sur notre vision du territoire, à essayer de partager des visions du territoire, et à essayer de construire collectivement des données. Ce qui n'est pas simple parce qu'on se retrouve autour de la table avec des gens qui ont des cultures métiers, qui travaillent sur des territoires à des échelles qui sont radicalement différentes. Et donc c'est une des actions, à mon avis, assez fortes menées par les infrastructures de données géographiques et extrêmement complexes, mais qui sont du coup particulièrement intéressantes à suivre. Voilà, donc première interpellation pour Philippe, c'est de savoir si, par rapport à ce panorama très très général et très rapide, tu retrouves complètement la logique de SIGLR, ou est-ce qu'il y a finalement au sein de SIGLR une spécificité locale, une vision un peu locale qui vous positionne un peu différemment? Bon, je me suis préparé des anti-sèches quand même, mais moi je suis intéressé par la démarche parce qu'effectivement, on en discutait déjà un peu hier, c'est que ce regard scientifique sur nos actions, en fait, il a débuté après que nous ayons nous-mêmes débuté. Quand on parle de toutes les infrastructures qui existent, oui, il n'y en a pas beaucoup qui ont 20 ans d'âge. Donc effectivement, voilà un peu le sujet. Bon, SIGLR, on est tous particuliers, hein, donc voilà. Mais après, on rejoint un peu le général. On a toujours appuyé les démarches qu'on a lancées sur des expériences comparables quand elles existaient, parce que parfois on a été un peu les premiers. Et puis surtout, on s'est appuyé sur des questionnaires avec un bon ton de réponse auprès de nos membres pour savoir ce qu'on allait lancer. Et puis on a eu des relations avec les réseaux qui existaient ou qui se mettaient en place, que ce soit au national avec la FIGEO, le CNIJ, ou bien nos partenaires JASIC, donc dans les Pyrénées-Orientales. L'Ordre des géomètres experts, c'est important, ils nous ont rejoints. C'est aussi un maillage qui est intéressant, qui est national et régional. Et ils ont aussi des relais chez eux. Après, qu'est-ce que je peux dire? Je vais regarder un peu pour la suite. D'accord. Donc tu nous dis qu'il y a 20 ans d'historique finalement au sein des SIGLR, et quand on regarde un peu ces plateformes et les présentations, on a souvent l'impression que c'est une grande marche en avant, c'est-à-dire que le réseau s'est petit à petit constitué. Au début il y avait des réseaux informels, des réunions informelles, des gens qui se connaissaient et qui finalement se sont rendus compte qu'il pouvait y avoir un intérêt à travailler un petit peu en commun, et puis c'est rapidement constitué des annuaires d'acteurs pour savoir qui était présent sur la problématique de l'information géographique sur les territoires. Puis ensuite on est allé un peu plus loin. Avant même la directive Inspire et avant qu'on parle de géocatalogue, il y a quand même tout un tas de dictionnaires de données qui ont émergé, où on faisait simplement l'inventaire de ce qui existait dans des tableaux Excel un peu bricolés. Et puis derrière, très rapidement, souvent ce qui a déclenché vraiment la mise en place de ces structures, c'est aussi de l'acquisition à frais partagés, lorsqu'il fallait à plusieurs acheter des référentiels pour faire des économies d'échelle. Et puis ensuite, le cadre légal se structurant, le domaine se professionnalisant, on a vu se mettre en place des plateformes avec des géocatalogues, des services
des géoservices mutualisés, des services web permettant l'accès. Et puis, ce que je mets moi plutôt au bout de la chaîne, c'est la coproduction de données. Donc finalement, petit à petit, on a lâché la mise en partage de l'existant. Enfin, on poursuit, mais on a plus concentré forcément les efforts sur la mise en partage de l'existant et on a essayé de co-construire des données à travers le développement de ces groupes thématiques. Alors cette grande marche en avant et cette grande vision très optimiste du développement des infrastructures de données géographiques, c'est, à mon avis, une démarche exemplaire plus qu'un exemple de démarche, puisque dans la réalité, ça se passe quand même assez rarement comme ça. Et il me semble que c'est quand même bien souvent beaucoup plus chaotique, avec des hauts et des bas, et que si on réécrit souvent l'histoire en montrant qu'il y a des grandes marches en avant, on peut, et je pense qu'on pourrait le faire en regardant dans le rétroviseur de SIGLR, identifier certainement des phases où il y a eu effectivement une dynamique forte une dynamique collective assez forte, et puis au contraire des phases où on est peut-être même un peu revenu en arrière. Alors je vais faire une petite pause, parce que je sais que tu me donnes la parole plus loin, mais je la prends maintenant. Effectivement, donc entre ce qu'il faudrait faire et ce qui est vrai et ce qui est fait, c'est un peu ça. Sauf qu'en plus, nous, on n'a pas les mots dans le même ordre. En fait, une des premières actions qui ont été faites, c'est l'acquisition à frais partagés. Ça, c'est ce qui a créé SIGLR il y a 20 ans. C'est la baie des Carteaux. Vous verrez tout à l'heure, on en parle plus longuement, donc vous aurez l'exemple. Donc, effectivement, le catalogue, ça s'appelait pas Géocatalogue, c'était un truc sur CD-ROM sous Excel en 95-96. C'était pas mal quand même, voilà. Et puis, oui, coproduction de données en 2006, effectivement, voilà. Après, dictionnaire de données, annuaire d'acteurs, oui, les annuaires, on les avait, mais disons qu'effectivement, on l'a pas fait dans le bon ordre, mais on s'est bien débrouillé quand même. Voilà. Je te laisse continuer pour donner la suite de ma réponse. Il n'y a pas d'ordre, hein. C'était un exemple de démarche, mais je trouve que souvent il y a un affichage comme ça avec une espèce de montée en puissance linéaire et que c'est quand même pas mal, assez intéressant de regarder aussi en fonction du contexte réglementaire et en fonction aussi des mouvements politiques, de voir comment ces différentes plateformes ont pu évoluer. Alors si on poursuit aujourd'hui, maintenant, et on n'en parlait pas il y a 20 ans, donc tout le monde se labellise sous le sceau de la notion d'infrastructure de données géographiques, donc en s'appuyant sur la directive INSPIRE, sur cette infrastructure européenne de données géographiques, on voit émerger tout un tas de plateformes qui se rebaptisent infrastructure de données géographiques pour rentrer dans ce courant porteur. Pour avoir les sous. Ouais, on le dit autrement. Et donc on a sur le papier les infrastructures de données géographiques, ça peut paraître comme relativement simple, c'est-à-dire qu'on a finalement un certain nombre de spécifications qui vont être des spécifications à la fois techniques, organisationnelles, juridiques, et qui vont permettre à tout un tas d'acteurs différenciés d'accéder à des jeux de données qui jusque-là étaient assez dispersés. Et finalement, par les jeux, notamment de l'interopérabilité des systèmes, on va offrir la possibilité de connecter les systèmes entre eux et d'offrir différentes portes d'entrée vers ces jeux de données, et donc progressivement à avoir accès à l'ensemble des données de la sphère publique en général, en premier lieu. Alors si on regarde maintenant, voilà, au niveau de SIGLR, quand on regarde dans le catalogue de SIGLR, on a aujourd'hui 192 emprises. Alors ça ne correspond pas forcément à 192 jeux de données, puisque certaines données n'ont peut-être pas d'emprise et certaines données en ont peut-être plusieurs. Mais donc on observe aujourd'hui, sur le cas de la région Languedoc-Roussillon, finalement, une façon de regarder ce qui est disponible dans le catalogue, c'est de regarder les emprises de ces données. On pourrait en dériver des cartes, par exemple, de densité de données pour voir quels sont les territoires les plus couverts, les moins couverts, analyser l'échelle des données. On pourrait faire tout un tas d'études à partir de ces fiches de métadonnées. Et donc voilà aujourd'hui, grosso modo, la couverture de données qu'on trouve dans SIGLR. Donc est-ce que finalement, cette couverture, de ton point de vue, traduit bien la production de données géographiques en Languedoc-Roussillon? Alors d'abord, j'adore cette carte, je te l'ai dit hier, je la trouve très vintage, très années 70, mais bon, voilà, je la trouve très bien. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire on a 140 membres, le directeur me confirmera, et c'est combien qu'on a en prise? 192. Donc il y a des membres qui ont plusieurs emprises, donc déjà, voilà. Bon, que dire d'autre? Je rallume mes antisèches qui me donnent la main. Ça veut dire qu'effectivement, on a des membres très disparates. Certains couvrent tout le territoire régional, d'autres, il y a les 5 départements, d'autres, c'est des intercoms, d'autres, je pense à l'EID, c'est la frange littorale. Voilà. Après, il y a effectivement les intercoms, je l'ai déjà dit, il y a des syndicats, il y a d'autres choses. Donc effectivement, ils ont tous un territoire différent. Et le problème qu'on a aussi, c'est nous, on prétend offrir le même service, le même niveau de service à l'ensemble de nos membres. Et on voit très bien qu'ici, ils sont très différents.
Donc territoire, habitants, public concerné, organisation locale très ou peu étendue, et c'est ce qui ne nous facilite pas la tâche, et notamment, un exemple, les cotisations. Comment on met en place des cotisations? C'est un sujet qu'on a à débattre en ce moment, sachant que certains membres couvrent toute la région et vont utiliser les données de toute la région, et puis certains ils vont prendre un tout petit bout, donc c'est un souci, mais ils vont prendre un petit bout, mais ils vont leur distribuer à leur commune. Donc ça, c'est un souci qu'on se pose en ce moment. Voilà, donc oui, ça correspond bien à la réalité terrain, et je ne vois pas qu'on puisse faire autrement. Alors, mais non, c'est pas négatif. Je dis voilà, mais c'est à gérer, c'est pas facile. Ça fait partie de cette complexité qui est un fait et qu'on peut pas réduire, qui est soluble dans rien. Mais je pense qu'on n'est pas les seuls comme ça. Je pense qu'au CRIJ c'est pareil, au CRIJ PACA c'est pareil. Ça doit être à peu près ça, oui. Donc voilà. Mais du coup, là, je fais une petite parenthèse, mais il y a un intérêt, à mon avis, maintenant, aujourd'hui, à étudier le contenu de ces plateformes. C'est-à-dire que ça s'est mis en place pendant un certain nombre d'années, et aujourd'hui, on développe, on a un certain nombre de programmes de recherche, par exemple au niveau du laboratoire ADES, avec des collègues aussi de Prodig à Paris, où on développe des recherches où on va analyser le contenu de ces plateformes, on va analyser les métadonnées pour essayer de voir notamment l'emprise des données, mais pour essayer de voir aussi quelles sont les thématiques prioritaires qui sont renseignées, comment tout ça est construit, et en analysant par exemple les fiches de métadonnées, en analysant les champs autour des résumés, autour de la généalogie des données, autour des échelles, autour des producteurs, on est aujourd'hui en capacité de retirer un certain nombre d'informations et d'éléments qui nous intéressent, parce que ça nous permet de poser des hypothèses sur la façon dont aujourd'hui l'information géographique est produite sur les territoires. Et ça nécessite forcément d'aller plus loin, d'aller sur le terrain, parce qu'on sait que ces systèmes sont remplis parfois de façon assez aléatoire. On sait qu'on peut on essaye quand même au niveau de Sigueler à ce que la métadonnée qui arrive soit correctement remplie. Oui, mais on a fait, nous, le travail, par exemple, sur 3 pays, la France, la Bolivie et le Brésil, et on a pris au niveau national les catalogues nationaux, on a extrait les données, on a des scripts qui nous permettent de faire du scrapping, d'extraire les données, puis ensuite on a analysé les métadonnées qui sont renseignées, et très rapidement, on voit qu'on peut assez difficilement en sortir des statistiques très rapides, parce qu'on a tout un tas de saisies qui sont problématiques, d'emprises qui sont pas du tout positionnées aux bons endroits. Donc il y a tout un travail de nettoyage à faire, mais une fois ce travail de nettoyage à faire, nous, on a réalisé un certain nombre d'analyses qui nous semblent vraiment intéressantes pour voir la façon, par exemple, dont le ministère, qui est le ministère de l'Environnement et qui pilote le catalogue brésilien, fait le focus dans son catalogue au niveau national. Il y a à peu près 8000 fiches dans le catalogue national sur un certain nombre de thématiques et de territoires. On voit aussi des choses très intéressantes en Bolivie et puis en France sur des logiques de montée en charge de ces catalogues et de formalisation qui sont assez intéressantes, tant au niveau thématique qu'au niveau géographique. Et donc là, c'est aussi un élément que je voulais évoquer, c'est que SIGLR a 20 ans et SIGLR peut aussi, de plus en plus, comme l'ensemble des plateformes, devenir finalement un objet d'étude, puisque finalement, en 20 ans, vous avez capitalisé des données, mais aussi beaucoup de processus, de collaboration, d'activités qui, à mon avis, sont intéressantes à étudier pour essayer de comprendre justement la nouvelle gouvernance informationnelle des territoires et aussi pour essayer de se projeter par rapport à l'évolution du contexte autour de la production de l'information géographique. Et donc, ça permet donc d'ouvrir la deuxième partie du dialogue sur, et demain, qu'est-ce qu'on peut envisager demain au niveau de SIGLR? Quelles sont les réflexions qu'on peut porter? Alors un premier point que je voulais pointer ici, c'est le développement des portails open data. Je me souviens être allé dans une réunion d'un groupe d'infrastructures de données géographiques en France quand Etalab est sorti, donc maintenant ça commence à remonter, parce que à force de dire que l'open data c'est nouveau, ça commence quand même à remonter un petit peu, et d'avoir entendu des réflexions qui disaient mais on est en train de nous savonner la planche parce qu'on a mis des années finalement à se structurer pour favoriser le partage de données, et là tout d'un coup on ouvre tout le boulot qu'on a mis en place, toutes les conventions d'échange qu'on a mis en place, finalement elles sont rebattues à travers ces différents portails. Donc la question que je voulais te poser, c'est comment finalement SIGLR se positionne par rapport au développement de ces portails. Je vous ai mis ici une capture d'écran, c'est
un jeu de données qui vient d'être mis à disposition sur le portail de la Cube. La Cube, c'est la communauté urbaine de Bordeaux. Comme le Grand Lyon quelques semaines auparavant, la Cube a mis à disposition l'ensemble de sa maquette en 3D. Donc c'est des dalles que vous pouvez télécharger pour que ce soit un peu plus léger. Vous avez des niveaux de détail, ce qu'on appelle les NDR, là, les niveaux de détail dans les maquettes qui sont différents. Donc vous pouvez charger plutôt une maquette blanche ou alors une maquette texturée qui sera plus lourde à traiter. Mais l'ensemble de la maquette est aujourd'hui à disposition. Donc on avait dans ces portails open data bien souvent des données qui étaient mises à disposition, qui étaient des données assez basiques. De plus en plus, on a des données qui deviennent des données assez pointues, assez techniques, et ça s'ouvre progressivement. Comment vous vous positionnez, vous, par rapport à ça? Est-ce que c'est un axe de réflexion pour la suite? Bon, concernant l'open data, il y a eu une première phase un peu de s'observer un peu comme des bêtes curieuses, on va dire. On en a un peu parlé à l'époque, c'est effectivement. Il y avait ce souci de techniciens qui ont vachement fait attention à leurs données, calibré, qui ont essayé de les renseigner, c'était pas évident au début. Et puis ce mouvement qui venait de la part de citoyens qui remplissaient dans l'enthousiasme, on va dire, ces données. Bon, après, maintenant, on en est au stade où nous-mêmes, sur notre IDG, nous hébergeons de l'open data. Donc voilà, il n'y a pas de souci. C'est quelque chose qui se met en place. Je dirais même, je vais faire un peu de provoque là, l'ortho-image dont on va parler tout à l'heure, là, qu'on a réalisé avec l'aide de l'hygiène, puisque l'hygiène a fait le contrôle. L'hygiène la récupère, donc c'était dans le deal passé avec eux pour alimenter le RGE, et on est aussi en négociation avec OpenStreetMap pour leur mettre à disposition pour leurs besoins. Donc en fait, c'est une source qui va être commune à deux façons de voir différentes. Donc c'est comme ça qu'on voit un peu les choses. C'est assez pragmatique, on va dire. Alors du coup, ça fait le pont avec la partie suivante. L'autre point que je voulais signaler, qui lui non plus n'est plus tellement nouveau, mais qui perturbe quand même aussi un peu l'écosystème de la production de données institutionnelles, Alexandre Moine en a parlé, c'est le développement de systèmes contributifs, donc de systèmes qui vont permettre à n'importe quel individu d'aller contribuer, alimenter un certain nombre de bases de données. Alors moi, je voudrais juste pointer un élément dans ces systèmes qu'on n'a pas évoqué. On a évoqué qu'il y avait une vraie difficulté, c'est qu'on passait à l'échelle de l'individu. Donc comment, quand on est à l'échelle de l'individu, on peut... l'agrégation de données individuelles ne va pas forcément produire, on l'a dit, une intelligence collective. Et à partir du moment où on a toute une série d'individus non identifiés, comment est-ce qu'on fait pour raccrocher une démarche institutionnelle à toute une série d'individus? Alors il y a des communautés de pratiques qui se sont un peu plus formalisées que d'autres. OpenStreetMap, par exemple, il y a des interlocuteurs, il y a des gens qui peuvent participer à des conférences, il y a des dialogues qui peuvent s'établir, mais il y a aussi tout un tas d'autres systèmes pour lesquels il n'y a pas ce niveau d'organisation, et pourtant c'est des systèmes qui sont potentiellement très riches. Et puis le deuxième point que je voulais aussi signaler, c'est que c'est des systèmes dans lesquels finalement les objectifs de la plateforme ne sont pas négociés et les résultats ne sont pas négociés. Et ce qui est mis à disposition, c'est simplement des outils. Par exemple, là j'ai pris une capture de faune aquitaine, donc gérée par la Ligue de protection des oiseaux de la région Aquitaine, où en fait ce que permet la LPO, c'est aux naturalistes de dématérialiser leur carnet d'observation. Donc ils vont renseigner un certain nombre d'éléments dans des formulaires, mais ils n'ont jamais, eux, négocié la façon dont la saisie allait se faire, et ils participent absolument pas aux atlas de faune qui sont produites à partir de cette plateforme. Et quand on interroge ces contributeurs sur leur intérêt, leur motivation et la façon dont ils saisissent les données, on se rend compte qu'ils ont des intérêts très 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 différents. Très différents, et ce qui fait que la façon même dont ils saisissent de l'information est potentiellement assez radicalement différente. Donc par exemple, l'alimentation de faune aquitaine et l'exploitation de faune aquitaine et de ces données est aujourd'hui extrêmement problématique d'un point de vue méthodologique, puisque vous n'avez par exemple pas de pression d'observation. Vous n'avez aucune information sur la pression d'observation, alors que vous avez tout un tas d'autres dispositifs, par exemple du muséum, où vous avez ce qui est observé, mais aussi quand on est sur le terrain et qu'on n'observe pas, on l'indique. Et ça, quand on veut ensuite faire des extrapolation, on a besoin de cette information sur la pression d'observation. Ce qu'on a vu aussi, c'est par exemple que dans Faune Aquitaine, vous avez la moitié à peu près des contributeurs qui ne renseignent que des données extraordinaires, que des observations extraordinaires. Ouais. Mais on a quasiment fini. Que des observations, donc que des espèces très rares. C'est-à-dire, ils voient une espèce rare et ils la saisissent. Or, pour aller produire des atlas de faune qui vont servir ensuite à faire des analyses sur les territoires, c'est pas forcément les espèces rares qui intéressent les membres de la LPO et les discussions qu'ils peuvent avoir, notamment avec l'Adréal.
Donc sans aller trop loin, parce qu'il y aura après un débat OpenStreetMap IGN, est-ce que finalement, comment on peut se positionner des infrastructures de données géographiques par rapport à ces communautés qui se constituent de façon plus ou moins formelle, qui sont composées de tout un tas d'individus qui ont des objectifs différents, mais qui pourtant produisent, alimentent des bases avec des informations qui deviennent relativement conséquentes. Faune Aquitaine, ça existe depuis juillet 2008, c'est 2 millions d'enregistrements, 1000 enregistrements par jour qui sont saisis. Donc on a un volume très conséquent, mais tout un tas de problèmes méthodologiques après pour en tirer quelque chose de robuste. Il faudra être à l'écoute et puis voir ce qu'on peut effectivement, ce qu'on peut accompagner, accompagner s'ils ont envie, quels seront les points de convergence. Je pense que c'est un peu l'état d'esprit qui nous gouverne. Bon. Mais moi, ça me fait penser à des démarches intéressantes qui s'appuient sur la dynamique du moment, et un peu comme les radios libres dans les années 80. Alors, certains vont peut-être hurler si je dis ça, mais il y a beaucoup de choses se sont ouvertes, beaucoup de choses se sont créées. Ça, c'est parti dans tous les coins. On peut en garder une bonne mémoire parce que il y a eu des choses intéressantes. Puis après, il y aura des regroupements, ne serait-ce que pour des raisons financières. Créer un site pour héberger de la donnée et la mettre en ligne, ça coûte. La bande passante, ça coûte. Donc il faudra bien un moment que toutes les personnes qui veulent porter à connaissance trouvent le moyen de le faire. Voilà, donc c'est un peu... je suis un peu pragmatique sur l'histoire, mais pragmatique positif, on va dire. Ça veut dire que justement par rapport à ça, vous pourriez devenir, puisque vous disposez de plateformes techniques, que vous pourriez devenir relais par rapport à certaines démarches ? On peut l'être, mais effectivement, il y a toujours cette idée aussi de certains de vouloir avoir leur propre plateforme parce qu'ils sont différents, parce que ceci, cela. Donc c'est très humain ça. On l'a connu depuis le temps qu'on travaille sur ce genre de choses collaboratifs. Les gens pensent d'abord que leur différence fait qu'ils ne peuvent pas aller avec les autres. Bon, puis après, donc ils y vont, et puis bon, ceux qui ont les moyens de continuer, ils perdurent, et puis ceux qui n'ont pas les moyens de continuer, ils se rapprochent parce que, histoire de gros sous, j'emploie le mot sous à volontairement, c'est qu'effectivement, il y a des moments, il faut se regrouper pour des problèmes d'argent. Bon. Mais ça fait des choses intéressantes aussi. Voilà. Et donc le dernier point que je voulais évoquer, parce qu'en... tu l'as laissée celle-là. Je sais qu'elle te plaît, donc je l'ai laissée. C'est qu'en fait, on peut aussi... C'était ça la super nénette. Ils m'ont dit qu'ils avaient une diapo avec une super nénette. Non, c'est lui qui a dit. C'est lui qui a dit. Il me dit je la retire, je dis non, ça réveillera les gens. J'ai pas envie qu'elle me file une tarte. Ça réveillera les gens dans l'assistance, donc voilà. Bon. Alors c'était pour terminer sous la forme de clin d'œil, c'est qu'on voit aussi, il y a aussi, moi je trouve tout un discours aujourd'hui sur finalement la production de nouvelles représentations des territoires, et puis qui sont très souvent labellisées sous le sceau de cartographie participative, parce que c'est tout un tas de données individuelles qui ont été agrégées pour produire une sorte de contenu, et que si on met ça sous le sceau de cartographie participative, ça auto-légitime presque l'analyse qui est faite. Et donc ce que je voulais, mais Alexandre Moine l'a très bien dit, c'est que toutes ces représentations qui sont faites, c'est bien souvent de l'agrégation de tout un tas de données individuelles, et ça n'a rien de participatif, ça n'est pas de l'intelligence collective, rien n'est négocié. Mais ceci dit, c'est un élément qui, à mon avis, doit nous interpeller, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus maintenant la possibilité de recueillir de l'information individuelle, laissée soit de façon tout à fait volontaire à travers tout un tas de capteurs qui sont disponibles. Le concept de citoyen capteur, c'est Goodchild qui l'a fait sortir, qui l'a évoqué dans le domaine de l'information géographique en 2007. C'était surtout un citoyen capteur de son environnement, et de plus en plus on a un citoyen capteur de sa propre vie avec tout un tas d'outils. Françoise évoquait le cas des balances. Vous allez maintenant dans des magasins, vous allez à la Fnac, vous avez des rayons entiers de capteurs qui vous permettent de récupérer de l'information, et on voit sortir par des gens qui généralement ne sont pas du tout du domaine de l'information géographique, de la géographie, tout un tas de cartes et de représentations. Souvent c'est des belles boîtes noires méthodologiques, c'est-à-dire que quand on essaye de creuser, on a vraiment du mal à comprendre comment a été réellement produite l'information. Mais on ne peut pas, ceci dit, écarter ces éléments d'un bloc, et on peut se dire que là, il y a là aussi un gisement d'informations, un gisement de données qui sera peut-être un jour utile d'interroger dans le cadre de ces plateformes et de croiser avec ce qui existe. Il y a des choses qui sont faites. Par exemple, à gauche, vous avez une carte d'Eric Fischer qui analyse. Alors lui, c'est pas issu directement de capteurs sur son activité personnelle. Lui, il va regarder dans des sites de partage de photos. Par exemple, Picasa, quand vous mettez des photos en ligne, vos photos sont géolocalisées, vous pouvez les taguer, vous pouvez renseigner quelques métadonnées. Et à partir de l'analyse, donc de la géolocalisation des photos et des dates de prise de vue, il est en capacité de distinguer les photos prises par des touristes
des photos prises par des habitants. Et donc il sort des cartes des métropoles vues par les touristes ou vues par les habitants. Et puis à droite, vous avez une carte issue de l'application Runkeeper, qui est une application de Nike qui vous permet de faire votre suivi, votre monitoring quand vous faites du jogging. Alors ça produit des analyses qui ne sont pas transcendantes, moi de mon point de vue pour le moment. On se rend compte que les gens font du jogging dans les jardins publics. Ah ouais, étonnant. Voilà. Mais ceci dit... Et qu'il y a des touristes aux Champs-Élysées. Et qu'il y a des touristes sur les Champs-Élysées. Ça, c'est de l'intelligence territoriale et collective. Et donc, il n'y a absolument rien qui est négocié. C'est une agrégation de tout un tas de données individuelles. Mais il faut, à mon avis, avoir conscience qu'on a de plus en plus de traces, de données individuelles qui sont disponibles. On descend, comme disait Alexandre Moine, à l'échelle de l'individu. Et ça, à mon avis, ça peut être aussi un axe de réflexion par rapport à des plateformes qui doivent produire un certain nombre d'indicateurs sur différentes thématiques, que de réfléchir à la possible ou non mobilisation de ces données demain. Moi, j'aimerais bien quand même qu'on priorise sur ce qui est collectif et ce qui sert à l'intérêt commun. Après, le personnel, c'est du privatif pour moi. Donc, moi, je suis un peu gêné. Je suis très surpris parfois, quand on se balade sur les réseaux sociaux, de voir que certaines personnes qui travaillent dans les systèmes d'information racontent toute leur vie. Moi, je suis un peu surpris. Pour ce qui me concerne, vous trouverez sur Internet ce qui concerne ma vie publique, on va dire, et ma vie privée, vous la trouverez pas. Donc, je sais pas, mais... Oui, mais la question n'est pas forcément là. C'est-à-dire que la question, c'est dans la mesure où tous ces capteurs vont être là, il va y avoir une production de données de fait. Et est-ce que trouver les moyens de mobiliser cette production de données personnelles pour en tirer des choses qui vont être intéressantes d'un point de vue collectif. Les choses intéressantes. Quand on parle de l'analyse des mobilités, il est évident, enfin, il devient de plus en plus évident aujourd'hui qu'une enquête origine-destination, c'est compliqué à mettre en place, c'est un dispositif méthodologique qui est que par sondage, etc. Et que l'analyse des traces des téléphones portables va devenir alors pour l'instant, on commence par dire un complément. Ça a d'abord été un objet de recherche, ensuite un objet d'expérimentation. Maintenant, c'est un complément. Et un jour, on va se retrouver sur une concurrence frontale, à mon avis, sur un certain nombre de choses, parce que tout le monde va avancer. Donc, c'est plus dans ce sens-là d'être capable, en tant que acteur au service du collectif, est-ce que vous allez pouvoir capter des productions qui sont des productions individuelles? Ça dépendra de leur intérêt et ça dépend. Enfin, oui, j'en sais rien. Faudra voir. Je ne sais pas si j'ai traduit. Moi, c'est mon interrogation. Et l'intérêt, c'est effectivement de se mobiliser collectivement et de réfléchir collectivement à ces questions-là, plutôt que chacun parte dans son coin. C'est ça. Si les gens ont fait, ça me fait penser un peu à revenir en arrière, au format de données. Les questions qu'on avait avant 95, chacun saisissait dans son coin, on pouvait pas échanger les données. Là, c'est un peu pareil. C'est que si quelqu'un veut s'amuser à laisser des traces de tout ce qu'il fait, si ça n'a pas un intérêt collectif, quel intérêt de les collecter? Bon, c'est tout. Après, il faudra affiner la chose, quoi. Mais pour l'instant, j'en sais pas plus, quoi. Mais c'est ce que je dirais d'emblée. Mais voilà, encore une fois, de mon point de vue, il y a un intérêt à profiter de ces plateformes et des groupes pour essayer d'y réfléchir collectivement, parce qu'on voit tout un tas d'organisations qui sont en train de partir dans une réflexion un peu en silo, chacune dans leur coin là-dessus, qui passent des partenariats avec Orange. C'est le cas par exemple en Aquitaine autour des centres de tout ce qui est tourisme. Il y a un organisme qui chapeaute les syndicats, les offices de tourisme, et qui est en train de lancer tout un tas d'études. Et je pense qu'il y aurait aussi un intérêt à essayer de partager ces réflexions à travers tous les groupes. Mais les recherches ne seront pas les mêmes suivant que c'est une démarche commerciale ou une démarche publique, ou voilà, c'est tout. Ouais. Mais il y a un intérêt à les mettre sur la table, et donc pour conclure, on peut se demander si on pourra se retrouver dans 20 ans. Est-ce que les SIG seront toujours là dans 20 ans? Et puis pour être un peu provocateur, est-ce que la région Languedoc-Roussillon sera toujours là? Je vous laisse en décider. Alors ça, oui, j'avais dit que c'était sensible dans le coin pour le moment. Écoutez, je pense qu'on s'est toujours adapté, on a évolué au fil du temps. Là, c'est un peu compliqué quand même, ces années qui viennent, de savoir où on sera dans 2 ans, ce qui va être. Moi, je travaille dans un département, c'est pareil, la question se pose, c'est un peu chaud là en ce moment. Donc, on verra bien. Je pense qu'on a une capacité d'adaptation, une capacité de réflexion qui nous permettra quand même de se poser des questions et d'essayer d'y répondre. Mais là, présentement, aujourd'hui, au mois de juin 2014, c'est un peu compliqué quand même de répondre. Ah, je vois que Pascal a une remarque.
on y est déjà. Je veux dire, sur l'utilisation des données individuelles. Aujourd'hui, tous les organismes privés, effectivement, qui font du guidage, utilisent les traces GPS de leurs clients, et parfois avec des milliards de traces GPS, pour mettre à jour leurs cartes. Et typiquement, l'IGN, qui fournissait des données d'actualisation de cartes à ces gens-là, est aujourd'hui en train de discuter avec eux pour les récupérer. Et donc, le RGE que vous utilisez comme base à Sigeler, c'est pas encore le cas aujourd'hui, mais dans très peu de temps, il sera alimenté par de l'analyse de traces GPS des organismes de guidage. C'est déjà le cas, je veux dire, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Ouais, je suis d'accord que c'est effectivement pas dans 10 ans qu'on verra ça. Ceci dit, il y a un certain nombre au niveau des infrastructures de données géographiques, là l'analyse se plaçait au niveau des IDG, je pense qu'il y a un certain nombre d'initiatives et de rapprochements qui là sont encore à venir. Moi je travaille plutôt sur le domaine de l'environnement, ça fourmille de partout et il y a, me semble-t-il, on se regarde pour le moment du coin de l'œil et il y a vraiment encore beaucoup de choses qui sont en devenir. Et quand vous dites on y est déjà et souvent de façon très implicite. C'est-à-dire que sans s'en rendre compte, il y a aussi tout un tas de traces qui sont laissées, qui sont remobilisées par derrière. Et il y a peut-être aussi un intérêt pour rendre aussi explicite ces partenariats et comprendre un peu mieux d'où vient quoi. D'accord sur on y est déjà, les données sont là, mais ce qu'on va en faire et comment on va l'utiliser, il faut quand même y réfléchir. Il n'y a plus qu'à faire. Voilà. Donc, prochain groupe de travail, comment intégrer les données individuelles, données collectives, l'intérêt pour Sigeler. Merci beaucoup tous les deux.